Au cœur du Sahel, sous un ciel embrasé par le crépuscule, des hommes se tiennent debout, immobiles, les yeux écarquillés, les lèvres tremblantes dans un sourire figé. Leurs visages sont peints d'ocre et de blanc, leur corps orné de plumes et de perles. Ils chantent, ils vibrent, ils dansent pour être choisis. Face à eux, des femmes observent, jugent, décident. Ce n'est ni un spectacle, ni une mise en scène pour touristes égarés. C'est le Gérowol, l'un des rites les plus fascinants d'Afrique, où la beauté masculine devient une arme de séduction, et où l'apparence se mêle à l'honneur. Bienvenue dans l'univers des Wodab, un peuple nomade qui, chaque année, transforme le désert en scène de charme et de mémoire ancestrale. Les Wodab, dont le nom signifie littéralement ceux qui respectent les tabous, forment un sous-groupe des Peuls, ce vaste ensemble de populations pastorales que l'on retrouve du Sénégal jusqu'au Tchad. Contrairement à d'autres branches Peul davantage sédentarisées, les Wodab ont conservé un mode de vie profondément nomade, rythmé par le déplacement constant de leurs troupeaux de zébus. On les trouve principalement au Niger, mais aussi au Tchad, au Nigeria et jusqu'au Cameroun. Leur existence est indissociable de leurs bêtes, elles sont à la fois richesse, identité et raison d'être. Peu nombreux, dispersés sur d'immenses territoires arides, les Wodab ont développé une culture de la mobilité, de la résilience, et une esthétique de vie où la beauté n'est jamais superficielle, mais profondément liée à la survie et à l'harmonie du groupe. Pour comprendre le Gérowol, il faut d'abord comprendre le Sahel, cette bande de terre semi-aride qui s'étend entre le Sahara et les savanes plus humides du sud. Ici, la pluie ne tombe que quelques mois par an, et son absence peut signifier la famine pour les hommes comme pour le bétail. Le paysage est fait d'épineux, de dunes, de puits creusés à la main, et d'horizons infinis où la chaleur déforme l'air. Dans cet environnement rude, les Wodab ont appris à lire le ciel, à anticiper les pâturages, à se déplacer sans cesse pour offrir à leurs troupeaux l'herbe encore verte. Cette précarité climatique façonne un calendrier social très précis, les familles se dispersent pendant la saison sèche, chacune cherchant son propre chemin de survie, avant de se retrouver, une fois par an, dans une explosion de retrouvailles et de célébrations. C'est à la fin de la saison des pluies, généralement entre septembre et octobre, que le miracle se produit. Après des mois de dispersion, lorsque les points d'eau se rapprochent et que l'herbe abonde encore un peu, les différents clans Wodab convergent vers un même lieu. Ce moment est bien plus qu'un simple rassemblement pastoral, c'est une parenthèse essentielle dans l'année, où l'on échange des nouvelles, où l'on renoue des liens familiaux, où l'on négocie des alliances. C'est dans ce contexte que le Gérowol prend tout son sens. Loin d'être un simple concours de beauté, il constitue le point culminant de ces retrouvailles collectives, un moment où toute la communauté se recompose, où les identités claniques et individuelles se réaffirment, et où les jeunes hommes en âge de se marier peuvent enfin se montrer aux femmes des autres lignages. Les origines exactes du Gérowol se perdent dans la mémoire orale des Wodab, transmises de génération en génération sans jamais avoir été fixées par l'écrit. Selon les récits traditionnels, ce rite remonterait à des temps immémoriaux, où les ancêtres auraient reçu des esprits ou des figures fondatrices l'enseignement des chants, des danses et des codes de séduction qui structurent encore aujourd'hui la cérémonie. Ces mythes varient selon les lignages, mais tous partagent une idée commune, la beauté et le charme ne sont pas de simples atouts individuels, ils sont un héritage sacré, une manière de perpétuer l'harmonie du monde. Aucune archive écrite ne permet de dater précisément l'apparition du Gérowol, mais sa persistance à travers les siècles témoigne de sa profonde importance dans la cohésion sociale et spirituelle du peuple Wodab. Chez les Wodab, la beauté n'est jamais superficielle. Elle est le reflet visible d'une qualité intérieure, un langage silencieux qui parle d'honneur, de retenue et de dignité. Être beau, c'est aussi être bon, patient, capable de maîtriser ses émotions devant les épreuves du désert. Cette cosmologie façonne toute la vie sociale, un homme séduisant aux yeux de tous incarne les valeurs mêmes du groupe. La parure devient alors une forme de discours moral, où chaque geste, chaque ornement raconte une histoire de vertu. Le corps se fait miroir de l'âme, et la séduction, un exercice presque spirituel. Dans cette pensée, la beauté n'appartient pas qu'à l'individu, elle rejaillit sur toute la communauté, renforçant les liens et l'harmonie du clan. C'est cette vision profonde qui donne au Gérowol sa dimension sacrée, bien au-delà du simple spectacle esthétique. Ici, les rôles s'inversent. Ce sont les hommes qui se parent, se maquillent, dansent pendant des heures pour capter le regard des femmes. Loin des clichés occidentaux de la séduction masculine discrète, le Wodab expose sa fierté, son charme, sa grâce, dans une démonstration presque théâtrale.
Les femmes, elles, observent, jugent, choisissent. Elles détiennent un pouvoir social rare, celui de décider qui incarne le mieux l'idéal de beauté du moment. Ce renversement des codes bouleverse nos repères occidentaux sur la masculinité et la féminité. Il révèle une société où la force ne réside pas dans la domination, mais dans la capacité à se rendre désirable, à séduire par la grâce et la présence. Le Gero-Hall devient ainsi un espace unique où les hommes acceptent d'être regardés, évalués, et où la parole des femmes façonne le destin amoureux de toute une génération. Avant que la danse ne commence, tout un monde s'active. Les familles convergent vers le lieu du rassemblement, guidant leurs troupeaux à travers la savane. On installe les campements, on dresse les tentes légères, on partage le lait et les nouvelles accumulées durant les mois de dispersion. Les chants s'élèvent dès le crépuscule, rythmant les préparatifs comme une prière collective. Les jeunes hommes répètent les gestes, ajustent leurs vêtements, tandis que les aînés transmettent conseils et souvenirs des Gero-Hall passés. Cette période de préparation n'est pas qu'une logistique, c'est un temps de reconnexion sociale, où les liens distendus par la transhumance se retissent. Chaque détail compte, chaque geste est chargé de sens. Le campement bourdonne d'une énergie particulière, mélange d'excitation, de solennité et de joie retrouvée, annonçant les jours de fête qui s'apprêtent à transformer la savane en scène vivante. Le visage devient une toile sacrée. Avec une patience infinie, chaque danseur applique des pigments naturels extraits de la terre et des plantes, l'ocre pour la chaleur du désert, le jaune pour la lumière du soleil, le blanc pour la pureté et la clarté du regard. Des motifs précis dessinent le nez, les pommettes, le front, soulignant les traits et créant une symétrie hypnotique. Ce maquillage n'est pas un simple artifice esthétique, il est un langage codifié, transmis depuis des générations, où chaque ligne a une signification. Il sublime le visage tout en le transformant en masque presque surnaturel, capable de capter la lumière du soir et le regard des femmes juges. Ce geste minutieux, souvent partagé entre amis ou frères, renforce aussi les liens de solidarité masculine, dans une atmosphère de concentration presque méditative avant l'épreuve de la danse. Au maquillage s'ajoutent les parures, véritables œuvres d'art portées à même le corps. Colliers de perles colorées, bijoux en métal finement travaillés, plumes d'autruche dressées fièrement sur la tête, chaque élément participe à la construction d'une silhouette idéale, élancée et lumineuse. Les tissus brodés, souvent transmis de père en fils, ajoutent une touche de couleur vive qui tranche avec l'aridité du paysage sahélien. Ces ornements ne sont pas choisis au hasard, ils répondent à des codes esthétiques précis, pensés pour accentuer la grâce du mouvement et capter la lumière du crépuscule. Se parer ainsi demande du temps, de l'aide, et une attention rigoureuse aux détails. C'est un acte de dévotion autant qu'un art, où chaque danseur devient, l'espace d'une soirée, une figure presque irréelle, façonnée pour incarner l'idéal de beauté que les femmes s'apprêtent à juger. Chez les Wodab, la beauté obéit à des lois précises, presque mathématiques. Les dents parfaitement blanches, les yeux clairs et écarquillés, le nez fin, la haute taille élancée, chaque trait compte. Pour accentuer ces canons, les danseurs écarquillent les yeux jusqu'à l'excès, retroussent les lèvres en un sourire figé qui dévoile leurs dents, blanchies naturellement au fil des années. Ce n'est pas une simple coquetterie, ces attributs sont perçus comme les signes visibles d'une pureté intérieure, d'une santé et d'une vitalité qui rassurent sur la qualité d'un futur compagnon. La blancheur incarne aussi la lumière, opposée à l'obscurité, dans une cosmologie où l'apparence extérieure reflète toujours un ordre plus profond. Ainsi, sous les pigments et les parures, c'est tout un langage silencieux du corps qui se met en scène, où chaque expression du visage devient une déclaration muette adressée aux femmes qui regardent. Mais la beauté seule ne suffit pas, il faut aussi une voix. C'est là qu'intervient le yak, chant rituel qui accompagne certaines danses du Gero-Hall. Les hommes y déploient des vocalises graves et vibrantes, ponctuées de mots poétiques évoquant la grâce, le courage ou la fierté du clan. Ce chant n'est pas qu'un simple accompagnement musical, il révèle le charisme du danseur, sa capacité à captiver par le souffle autant que par le geste. Certaines paroles, transmises depuis des générations, célèbrent la beauté des troupeaux, la générosité des ancêtres ou la douceur d'un regard féminin. En chantant, l'homme affirme son identité, sa place dans la lignée, et son aptitude à séduire par l'esprit autant que par le corps. Le yak devient alors une sorte de souffle de l'âme, où la voix humaine se mêle au vent du Sahel pour raconter, une fois encore, l'histoire d'un peuple qui danse pour exister. Puis vient la danse elle-même, lente, hypnotique, presque immobile en apparence.
Les danseurs, alignés en rang, se dandinent légèrement sur la pointe des pieds, le corps tendu, le regard figé vers le ciel. Ce mouvement répétitif exige une discipline physique intense. Des heures durant, sous le soleil ou à la tombée de la nuit, il faut tenir la posture, maintenir le sourire, garder les yeux grands ouverts sans ciller. Cette endurance est aussi une épreuve morale, un exercice de maîtrise de soi où la fatigue ne doit jamais transparaître. La danse Gérowol s'apparente ainsi à une transe contrôlée, un état second où le corps devient un langage silencieux, une offrande esthétique et spirituelle. Dans ce lent balancement, chaque geste semble suspendu entre le sacré et le sensuel, entre l'effort physique et la grâce recherchée, pour captiver le regard de celles qui, en silence, observent et jugent. Car ce sont bien les femmes qui détiennent le pouvoir de juger. Assises face aux danseurs, elles observent attentivement chaque détail, la blancheur des dents, l'éclat du regard, la grâce du mouvement. Ce sont souvent les femmes les plus âgées, respectées pour leur sagesse et leur expérience, qui ont l'honneur de désigner les vainqueurs. Leur choix n'est jamais pris à la légère, il engage leur réputation autant que celle du danseur élu. Dans cette société où l'oralité et le respect des anciens structurent la vie sociale, leur jugement fait autorité et clôt symboliquement la compétition. Ce renversement des rôles, où l'homme se part pour être choisi, place la femme au centre du rite, actrice essentielle de cette célébration de la beauté. Loin d'être de simples spectatrices, elles incarnent la mémoire du groupe et les gardiennes des critères esthétiques et moraux transmis depuis des générations. Mais comment choisissent-elles vraiment ? Au-delà des canons physiques, leur regard s'attarde aussi sur des qualités plus subtiles, l'assurance du danseur, sa capacité à captiver sans arrogance, la fluidité de ses gestes qui trahit son calme intérieur. La réputation sociale entre également en jeu. Un homme connu pour sa générosité, son respect des anciens ou son courage aura plus de chances d'être remarqué. La beauté, chez les Wodab, n'est donc jamais purement esthétique, elle est le reflet d'un équilibre entre apparence et vertu, entre charme et honneur. Ce choix, souvent silencieux, se traduit par un simple geste, un regard appuyé ou une main tendue à la fin de la danse. Il scelle alors une reconnaissance publique, parfois le début d'une idylle éphémère, parfois la promesse d'une union plus durable, dans une société où l'amour et l'estime sociale s'entremêlent étroitement. Chez les Wodab, l'amour ne suit pas toujours les chemins tracés par le mariage. Deux formes d'union coexistent, le mariage arrangé, souvent scellé dès l'enfance entre familles, et le mariage d'amour, choisi librement. Le Gérowol appartient à cette seconde logique. Une femme mariée peut, le temps d'une nuit, s'éclipser avec l'homme qu'elle a désigné du regard pendant la danse. Ce geste, appelé parfois fuite amoureuse, n'est pas perçu comme une trahison mais comme une liberté reconnue, encadrée par des codes précis. Les enfants nés de ces unions sont accueillis sans stigmate, intégrés pleinement au clan. Cette fluidité déroute souvent les regards extérieurs, habitués à des normes plus rigides. Mais elle traduit une conception singulière du couple, où le désir et l'engagement social ne s'excluent pas, mais dialoguent, se négocient, se réinventent à chaque saison des rassemblements. Si le Gérowol célèbre la grâce et la séduction, un autre rite met à l'épreuve un tout autre visage de la virilité, le soro. Ici, point de maquillage ni de chant mélodieux, mais une démonstration brute de courage. Les jeunes hommes se tiennent debout, torse nu, et reçoivent sans broncher les coups d'un bâton asséné par un rival. Aucune grimace, aucun cri ne doit trahir la douleur, l'endurance stoïque est la seule preuve acceptée de bravoure. Ce rituel marque le passage à l'âge adulte et forge la réputation d'un homme au sein du clan. Là où le Gérowol valorise la beauté et le charisme, le soro exalte la résistance physique et la maîtrise de soi face à la souffrance. Ensemble, ces deux rites dessinent une masculinité Wodab complexe, tissée de douceur ornementale et de force silencieuse, deux faces d'une même quête d'honneur. Aucun manuel n'enseigne le Gérowol, tout se transmet par l'exemple, dès le plus jeune âge. Les petits garçons observent leurs aînés se maquiller, apprennent à reconnaître les pigments, à imiter les poses hiératiques de la danse. Peu à peu, ils s'essaient au premier pas, encouragés par les rires bienveillants des femmes et les conseils discrets des hommes plus expérimentés. Les chants, eux, s'apprennent par imprégnation, à force d'écoute autour des feux de camp. Cette pédagogie informelle, faite de gestes répétés et de silences complices, façonne une mémoire corporelle qui traverse les décennies. Ainsi, bien avant de danser pour de vrai devant les femmes juges, chaque garçon a déjà dansé 1000 fois dans son enfance, en spectateur puis en apprenti. C'est cette continuité silencieuse, sans institution ni école, qui garantit depuis des siècles la survie du rite au cœur du désert.
Depuis plusieurs générations, l'islam s'est profondément enraciné chez les Wodab, sans pour autant effacer leurs pratiques ancestrales. Cette coexistence n'est pas sans tension, certains religieux critiquent le Jerewol, jugé trop proche de la vanité ou de la liberté sentimentale qu'il autorise. Pourtant, beaucoup de Wodab conjuguent sans contradiction apparente la prière quotidienne et la participation aux danses rituelles. La modernité, elle, s'invite autrement, téléphone portable, route goudronnée, école rurale modifient peu à peu les rythmes de vie nomade. Certains jeunes s'éloignent vers les villes, attirés par d'autres horizons économiques. Mais loin d'une opposition frontale entre tradition et modernité, on observe surtout des ajustements constants, des négociations silencieuses entre ce qui doit changer et ce qui doit demeurer. Le Jerewol survit ainsi, non figé dans le passé, mais recomposé au fil des contraintes et des choix d'une société en mouvement. Dès le début du XXe siècle, explorateurs et ethnologues occidentaux posent leur regard sur le Jerewol, fascinés par son étrangeté apparente. Les récits de voyage, puis les photographies, contribuent à faire connaître ce rite au monde entier, souvent au prix d'une lecture exotisante. Depuis les années 1990, le Jerewol attire un autre regard, celui des touristes. Chaque année, quelques centaines de voyageurs bravent les pistes du Sahel nigérien pour assister à la cérémonie, appareil photo en main. Cette visibilité nouvelle apporte des revenus bienvenus dans une économie pastorale fragile, où chaque saison sèche menace le bétail. Mais elle transforme aussi le rite, certains rassemblements sont désormais programmés, mais une menace plus profonde pèse sur les Wodab, celle du climat. Le Sahel se réchauffe plus vite que la moyenne mondiale, et les sécheresses, autrefois cycliques, se font plus fréquentes et plus sévères. Les pâturages rétrécissent, les points d'eau s'assèchent, et les troupeaux, cœur de la vie Wodab, s'amenuisent. Pour survivre, de nombreuses familles sont contraintes de parcourir des distances toujours plus grandes, ou d'abandonner l'élevage pour rejoindre les villes. Cet exode fragilise les rassemblements saisonniers. Comment célébrer le Jerewol quand les clans, dispersés par la nécessité, peinent à se retrouver au même endroit, au même moment? La désertification ne menace pas seulement un mode de vie, elle met en péril la mémoire même du rite, qui a besoin de rencontres régulières pour se transmettre et se perpétuer. Face à ces bouleversements, les Wodab ne restent pas passifs. De nombreux témoignages recueillis sur le terrain révèlent une volonté farouche de préserver leur identité. Des associations locales œuvrent à documenter les chants, les danses, les techniques de maquillage, pour que rien ne se perde. Les anciens continuent d'enseigner aux plus jeunes, même lorsque les familles migrent vers les périphéries urbaines. Certains jeunes Wodab, partis étudier en ville, reviennent chaque année pour participer au Jerewol, refusant de couper le lien avec leur culture. Cette fierté identitaire s'exprime aussi dans le refus de folkloriser totalement le rite. Pour beaucoup, le Jerewol reste avant tout une affaire intime, un moment où l'on se retrouve entre soi, avant d'être un spectacle pour les autres. C'est cette résistance discrète, faite de transmission et d'adaptation, qui permet au rite de traverser les crises sans disparaître. Le Jerewol n'est qu'une facette d'un continent aux 1000 visages rituels. De la lutte sénégalaise au masque d'Ogon, des carnavals d'Afrique de l'Ouest aux cérémonies funéraires malgaches, l'Afrique regorge de pratiques où se mêlent esthétique, croyances et liens sociaux. Chacune de ces traditions raconte une manière singulière d'habiter le monde, de penser la beauté, le courage ou la mémoire des ancêtres. Préserver ces rites, ce n'est pas figer le passé, mais offrir aux générations futures les clés d'une identité vivante, capable de dialoguer avec la modernité sans s'y dissoudre. Le Jerewol, avec sa danse hypnotique et ses visages peints, nous rappelle que la beauté n'est jamais universelle, elle est toujours façonnée par une culture, une terre, une histoire. En cela, il est un miroir précieux de la richesse plurielle de l'Afrique, et un appel à la regarder avec attention, plutôt qu'avec seulement fascination.